Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec François Barroux, légende du milieu, cité de nombreuses fois dans divers épisodes. Médaille olympique en 1984, François nous raconte son histoire, ses hauts mais aussi ses bas. L'épisode est bourré d'anecdotes assez exceptionnelles. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir François Barroux et ses secrets. Salut François, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Rudy, je vais comme hier et sans doute comme demain également. Tout va bien. Voilà ce que j'allais dire. Est-ce que tu vas bien ? Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que comme je te disais, j'avais passé quelques jours avec Maxence que j'ai interviewé sur le podcast à Marcillac, donc au mois de décembre. Et j'avais été impressionné justement. Pour moi, c'est une machine. S'il nous écoute, il sera content. Mais c'est vraiment un sacré athlète. Et étant donné que tu es son père et que tu as fait pas mal de kayak aussi, on va en reparler. Ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. On va commencer avec les questions un peu habituelles. Comment toi, tu as commencé le kayak et déjà, quand as-tu commencé le kayak ? Alors, ça n'a rien à voir avec le sport, en fait. Je suis né dans une famille avec 3 sœurs, dans la maison et avec un potager et un parc qui donnait sur une rivière qui était un héritage appartenant à ma mère et provenant de son père à elle. Mon père a toujours été hyper investi dans le monde associatif et syndical d'ailleurs par ailleurs. Mais peu importe, le lien social était absolument le même, que ce soit syndical ou associatif. Ça a toujours été sa passion de vie bénévole. Il a forcément emmené ma mère dans la même dynamique. Et il y avait principalement les souvenirs que j'en ai de mon enfance, plus jeune enfance, un club de football où les mecs étaient de plus en plus rares parce qu'ils vieillissaient, ils passaient de plus en plus en plus de temps dans les balles, etc. Donc, il y avait de moins en moins de mecs. Du foot à 11, c'est devenu du hand à 7 parce que ça demandait moins de population. Mais ils avaient des copines qui s'ennuyaient, donc c'est passé par le folklore. Et puis, il y avait toujours de moins en moins de mecs, ça a été un groupe de majorettes, mais il y avait encore quelques mecs qui s'ennuyaient. Et mon père a créé un club de judo, que Christophe l'a évoqué d'ailleurs dans sa jeunesse et dans ses débuts sportifs. Christophe Béga, donc. Et puis, l'un de ces gars est tombé sur une nourrice qui traînait chez moi. Alors, une nourrice, c'était quoi ? C'était un réservoir additionnel que les avions américains prenaient pour avoir davantage de carburant et larguer en vol quand ces nourrices étaient vides. Alors, c'est quoi ? C'est une espèce de cylindre de 2,50 m
euh, avec une forme aérodynamique sur l'avant, arrondie sur l'arrière. Mon grand-père avait pris soin de mettre des flotteurs, donc découpés pour avoir un passage limite comme un îloir de kayak, mettre des flotteurs, et il devait sans doute utiliser ça pour aller pêcher, pour aller mettre des nasses dans la rivière, etc. Et puis, ce gars du club qui est tombé là-dessus, il s'est bricolé une pagaie, et puis, enfin, bon, tant bien que mal, en ne sachant pas à quoi c'était censé ressembler une pagaie, et il est allé naviguer. Et puis, ça a fait des envieux. Et donc, le club, il y a eu une dynamique, et puis ils sont allés, grâce à ce que Jeunesse et Sport, enfin, direction départementale Jeunesse et Sport mettait en œuvre à l'époque, ils sont allés profiter de stages de construction au polyester. Et puis, ils sont revenus avec un minimum de savoir, la mise à disposition de moules, et puis il y a des premiers canoës qui ont été fabriqués. Moi, je regardais ça de loin, je devais avoir 8 ans ou 9 ans, et j'avais l'interdiction formelle de monter là-dedans, parce que j'étais trop jeune, et donc je suis resté sur la berge pendant 3 ans à attendre mon heure. Voilà, et j'ai eu le droit d'embarquer dans un canoë, qui était des canoës ouverts, donc ce qu'on appelle les canoës Leclerc. J'ai eu le droit d'y monter qu'à 12 ans. Mais ça faisait 3 ans que je rongeais mon frein avec une envie terrible. Voilà. Voilà mes débuts en canoë. Enfin, oui, ont été débuts en canoë. Et donc, ensuite, pendant ça, tu faisais du judo alors en attendant ton tour? Donc, j'ai fait beaucoup de judo, oui. Et puis, j'ai fait beaucoup de judo, et je faisais de plus en plus de kayak. Alors, je resitue tout ceci. On était dans une commune de 950 habitants à 14 km de Reims. Et sans aucun moyen, avec une municipalité qui n'avait pas beaucoup de moyens, le club, je parle de club, avec des tas d'activités, mais il n'y avait pas de club, il n'y avait pas, la municipalité mettait juste à disposition une salle communale pour le judo, mais point barre, donc le club c'était chez moi. Et à partir de là, ce club, il a toujours évolué avec un caractère familial. Et c'est pour ça que Christophe Béga et comme d'autres peuvent en parler pendant des heures. C'est qu'en fait, c'était leur deuxième famille. Et même si j'étais chez moi, le club était ma deuxième famille aussi. Et donc, je faisais beaucoup de judo en compète, de plus en plus de kayak, et à un moment, c'était impossible d'associer les deux. J'avais trop de traumatisme, surtout aux articulations, parce que j'étais en pleine croissance, donc trop de traumatisme avec le judo. Et puis la grande différence, c'est que le kayak, c'est l'eau, c'est la nature complète, c'est les sorties avec le camping, enfin c'est l'évasion totale quand t'es enfant, quoi. Voilà. Et on pratiquait donc sur cette rivière, et on a commencé à faire des compétitions, mais on ne savait rien. On n'avait ni savoir, ni savoir-faire, ni savoir-être dans cet univers. On avait des bateaux qui étaient ceux qu'on s'était fabriqués, avec des formes qui étaient complètement dépassées par rapport à tout le reste, mais peu importe. Donc, j'ai fait principalement ce que j'appellerais de la descente, mais c'était, je rappelle, Sillery, Reims, c'est la Champagne, il n'y a pas de classe 3 en Champagne. Et donc, on faisait des compétitions de descente qui duraient au minimum 1 heure, contre la montre, dans des bateaux qui étaient des bateaux de slalom, en fait. Voilà, ça a été mon éducation en kayak, des compétitions d'1 heure dans un kayak de slalom sur une rivière toute plate. Voilà. Et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un moment, il y a eu un entraîneur qui est arrivé, ou parce que là, on voit que c'est très amateur. Et comment tu fais pour apprendre? Est-ce qu'en compétition, quand tu vois les autres, tu essayes de copier ce qu'ils font, ou... Non, mais les autres, on était à l'époque, donc je te parle là des années, enfin début des années 70. Les autres clubs du même département étaient au même niveau, ils découvraient par eux-mêmes. Il n'y avait pas de comité régional Champagne-Ardenne, parce que il n'y avait pas suffisamment de clubs, c'était pas structuré. Donc, en fait, les clubs appartenaient à la Ligue Île-de-France de kayak. Donc, pour te dire que c'était des relations bien trop lointaines pour qu'ils s'occupent de nous, et puis ça, on n'intéressait pas grand monde.
on a progressé comme ça. J'ai 3 sœurs et mes 3 sœurs étaient complètement investies dans le kayak également. Bon, quand je veux pas avoir de discours misogyne, mais quand tu es femme, tu as un peu moins de concurrence que quand tu es homme. Mes sœurs, finalement, d'année en année, ramassaient des médailles. Et moi, je ramassais rien du tout. Enfin, sauf au niveau local. Mais peu importe. J'aimais la compétition, mais la compétition pour la compétition, pas pour la récompense, pas pour le classement. Même si la compétition n'avait qu'un sens pour moi, c'était d'être devant, d'être meilleur que les autres. Mais une fois que c'était fait, la messe était dite, j'attendais rien, quoi. Bon, et de toute façon, ça tombait bien parce qu'à part des médailles, des petites breloques, il y avait rien. Bon, et on a progressé comme ça. Et il y a eu la création de ce comité régional Champagne-Ardenne. Et puis, on a vu débarquer un conseiller technique de la Fédération française, qui était donc un conseiller technique régional, mais qui a très mal vu nos résultats. Parce que, en fait, il voulait nous imposer une façon de faire qui n'était absolument pas la nôtre. Nous étions une association et avec une dynamique entre guillemets familiale. C'était le plaisir, c'était le partage, c'était l'aventure, c'était voilà. Et finalement, on a continué, on a eu des problèmes, surtout relationnels avec la ligue, avec peu importe. Et puis on a continué à se débrouiller tout seul. Voilà. Mais on est arrivé au niveau. Moi, depuis minima, j'ai toujours fait des championnats de France, disons. Enfin, même si en minime, c'est pas des championnats de France, c'est des régates nationales de l'espoir. J'ai couru en CAPS, etc. Mais j'étais toujours en finale. Voilà. Et mes sœurs, elles étaient très souvent sur le podium, ce qui n'était absolument pas mon cas. Bon, j'ai complètement arrêté le judo. Le kayak, ma vie tournait autour de ça. Mais j'ai eu mon bac parce que il y a quand même des chemins obligatoires définis par tes parents. Et puis bon, il faut rassurer un peu les troupes. Et j'ai eu une opportunité extraordinaire qui a été celle du bataillon de Joinville. Alors je sais que d'autres t'en ont parlé, mais ça a été une opportunité extraordinaire parce que les membres de l'équipe de France qui préparaient, donc de course en ligne, qui préparaient les Jeux de Montréal en 76, étaient tous passés au bataillon de Joinville l'année 74. Et en 75, donc l'année où je pouvais faire mon service militaire, donc j'avais fait une demande, et comme d'autres, et il n'y avait pas de cadre des classements course en ligne qui demandaient à faire leur service militaire obligatoire au bataillon de Joinville. Donc, avec 3 autres ligneux, donc c'était Michel Pernis, Schwartz et puis Legrand. On s'est retrouvés embarqués à faire notre service militaire au bataillon de Joinville. Et là, j'ai découvert ce qu'était un entraînement. C'est-à-dire, j'ai découvert que courir, c'était intéressant, que la muscule, c'était intéressant, que il ne suffisait pas de faire 10 kilomètres en regardant les oiseaux et les feuilles pour aller vite. Enfin, voilà. Je te laisse imaginer et je laisse à chacun imaginer. J'allais dire, parce qu'auparavant, quand tu étais au club, comment ça se passait, les entraînements? Parce que tu dis que tu étais passionné de kayak. Est-ce que tu t'entraînais quand même tous les jours avant le bataillon de Joinville? Comment? Tu faisais que du kayak, pas de course à pied, rien d'autre autour? Mais non, on savait pas que ça avait un lien avec... On a tout découvert par nous-mêmes jusqu'au moment où j'ai passé une année au bataillon de Joinville, où j'ai découvert... Donc, mon entraîneur était Jean-François Milot, qui était entraîneur national, enfin, notre entraîneur, et qui était donc lui qui préparait les Jeux de Montréal avec Gérald Delacroix. J'ai découvert ce qu'était un entraînement, une planification, une programmation. Je savais pas ce que c'était. Moi, mes entraînements, c'était le mercredi après-midi, c'était le samedi après-midi, et puis le dimanche, c'était les devoirs. Voilà. Donc, grosso modo, c'était 2 entraînements par semaine, mais il y avait rien de techniquement.
on se débrouillait, on faisait ce qu'on pouvait, on essayait de voir. Enfin voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et puis on a avec alors c'était d'ailleurs dans l'hôtel qui appartenait aux parents de Christophe Béga. En 76, on a regardé les Jeux Olympiques de Montréal à la télé, et tous les gamins du club, et on regardait ça. C'était surnaturel pour nous. Surnaturel dans le sens, c'était des épreuves de kayak qui venaient d'une autre planète, quoi. Et finalement, c'était tellement incroyable que c'était inimaginable, et que jamais personne s'est propulsé dans cette idée de faire nécessaire pour aller jusque là, quoi. Et puis l'aventure a fait que 4 ans après, j'y étais, quoi. Voilà. Et donc quand tu es au bataillon de Joinville et que tu découvres un peu l'entraînement, j'imagine que est-ce que ça te motive déjà de découvrir tout ça et de voir tes progrès, parce que j'imagine que tu as progressé de manière incroyable. J'en ai bavé comme rarement, je crois que j'ai pu en baver. Enfin voilà, mais bon, c'était d'une richesse incroyable. Et puis bon, c'est le socle de tout ensuite. J'ai quitté le bataillon de Joinville au bout d'un an. Je suis rentré chez moi et j'ai pratiquement pas fait de kayak pendant 9 mois, je crois. J'avais atteint l'overdose là, et il fallait vraiment que je me repose. Je me suis concentré sur les gamins du club qui avaient à peu près tous les âges, et je me suis occupé d'eux. Voilà. Et le kayak pour moi c'était de partager la façon la plus intelligente qu'il soit avec les autres. Mais moi je n'avais pas besoin pour moi. Toute l'année précédente au bataillon, ça m'avait grisé, mais énormément fatigué, et vraiment j'avais besoin psychologiquement de me détendre. Voilà. Et fin 76. Alors malgré tout, j'étais au championnat de France, mais où j'étais un pitre compétiteur. Pardon. Et à la fin de l'année, ça a commencé vraiment à me piquer les fesses, quoi. Et là, j'ai compris que la passion était revenue, mais d'une façon bien plus dévorante, quoi. Et donc ensuite, je me suis organisé entre mon père et ma mère qui souhaitaient que j'ai des projets de vie professionnelle, et puis moi, mon envie d'être meilleur en kayak. J'avais la chance dans ma commune d'avoir ce qui était à l'époque la plus grosse sucrerie d'Europe. Christophe l'a évoqué, Béguincet, etc. Et donc, je me suis arrangé pour pouvoir faire les 3-8 l'hiver, pendant la saison de betteraves, pendant 4 mois, et en forçant pour justement travailler principalement la nuit, parce que c'était mieux rémunéré, et ça me permettait les 8 mois restants de l'année de m'entraîner, en payant ma pension chez mes parents, en payant mes déplacements, enfin voilà. Donc je me suis organisé comme ça, et ça a duré 4 hivers. Mais à ce moment, tu avais des objectifs. Tu avais vu les Jeux Olympiques à la télé. Est-ce que c'était un objectif pour toi, ou tu étais tellement loin que tu... Pas du tout. L'objectif a toujours été le plaisir et aller plus vite sur l'eau, et aller plus vite que les autres. Enfin, essayer du moins, mais sans savoir quelle était la finalité. La finalité, c'était j'aimais cet effort, j'aimais l'environnement, j'aimais le stress de la compète, j'aimais la rigueur des entraînements, j'aimais le partage avec mon club, avec tous ceux qui composaient mon club. Voilà, ça c'était
C'était saisissant. Et ça, voilà. Donc, j'ai passé quelques concours à droite et à gauche. Ça, c'était pour rassurer mon père principalement. Et j'étais toujours en finale du K1 500 et du K1 1000 au championnat de France. Et puis, en 79, le championnat de France était à Roanne. Eh bien, me voilà arrivé 4e. Donc, contrairement à mes sœurs, toujours pas de podium, mais j'étais 4e français en senior, avec 3 membres de l'équipe de France devant moi et puis 6 derrière. Voilà. Et entre Noël et le jour de l'an 79, eh bien, l'entraîneur national m'a appelé pour me proposer de rejoindre les athlètes pré-olympiques de Moscou, donc de rejoindre à l'INSEP, et puis de rentrer dans une formation brevet d'État premier degré. Et donc, début janvier, j'étais à l'INSEP et je prenais le train en route avec des sélections qui se sont déroulées en avril, etc., etc. J'ai été obligé de laisser tomber tous les gamins du club que j'encadrais par plaisir, parce que là, il a fallu que je pense à moi. Les sélections s'étaient déroulées 3 mercredis de suite, un 500 le matin, un 1000 l'après-midi, nous étions 9. J'ai eu la chance de terminer au classement général de ces 6 courses à la 4e place, en battant un copain qui s'appelle Bruno Bicocchi, qui est malheureusement décédé il y a très peu de temps. Voilà. Il était important pour moi d'en parler aujourd'hui. Et après avoir réussi à confirmer nos valeurs sur le plan international, eh bien, on s'est retrouvé dans la grande aventure des Jeux Olympiques de Moscou, où il n'y avait que 125 Français présents à Moscou, tout sport confondu, parce que invasion de l'Afghanistan par les Russes, ça te rappelle peut-être quelque chose, les invasions russes, malheureusement, des boycotts occidentaux, et on s'est retrouvé à Moscou avec un contrat moral. Alors j'évoque ça parce que c'est important dans ma carrière. Un contrat moral fixé par le ministère et le Comité national olympique et sportif français n'allait à Moscou que les Français susceptibles de terminer dans les 9 premiers. En kayak, c'était simple. Pour être dans les 9 premiers, il fallait être en finale. Voilà. Donc, j'étais sélectionné en kayak 4 places, donc avec Philippe Bocara, Patrick Le Foulon et Patrick Béra. Et nous avons fait nos séries, nous avons fait notre demi-finale. Nous nous sommes qualifiés pour la finale. On est rentré au village olympique et on a été fêtés comme des pseudo-héros, par le Comité national olympique, parce que on avait rempli le contrat moral, c'est-à-dire on allait terminer dans les 9 premiers. Le problème, c'est qu'après, tout le monde s'en est foutu de ça. C'est-à-dire tout le monde s'est complètement désintéressé. Quand je dis tout le monde, c'est la fédération comme le CNOSF, etc. Tout le monde s'est désintéressé de notre finale. Juste précédemment, j'ai omis une petite précision. Fin juin 80, la Fédé nous oriente vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Philippe Bocara l'avait évoqué, pour qu'on nous fasse des tests hormonaux. Nous sommes 4 à être allés nous faire tester hormonalement. Et on nous a prescrit, pour rétablir les équilibres, on nous a prescrit une pommade qu'on devait se mettre sur le bas-ventre tous les jours. Voilà. Il y a eu les Jeux. Bon, on termine 6e, mais dans le désintérêt le plus total de la fédération. Pour te dire, à part un bénévole, accompagnateur, qui était sur place le jour des finales et de notre finale en K4 particulièrement, ce bénévole faisait des photos
Il en a fait plus de 150 avant de s'apercevoir qu'il n'avait pas de pellicule dans son appareil, mais peu importe. Oui, en plus, il nous promettait que c'était les plus belles photos du monde. Mais à part ça, plus de direction technique de Fédé, plus d'entraîneurs. Ils étaient tous partis sur des sites olympiques pour voir les épreuves, en sachant que les jeux, classiquement, les finales de kayak, c'est la veille de la cérémonie de clôture, et donc, on avait rempli le contrat moral, on était dans les 9 premiers, qu'importe le reste. Et donc, personne. Voilà. Donc, c'est assez peu motivant quand tu es athlète et que tu t'aperçois que tu n'intéresses plus personne pour aller faire une finale olympique. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné cette finale? 6e. Et est-ce que c'était bien pour toi comme résultat? Non. Non. On le savait. Sur la ligne d'arrivée, on savait que c'était pas bien. Mais après, bon, il y a des circonstances. On était dans les tout derniers prémices d'un orage, d'un monstrueux orage, quoi. Il y avait des rafales de vent terribles et la distribution des lignes d'eau était déterminante sur le classement aussi. Mais bon, enfin, c'est tout. Ce sont des imprévisibles qui ont une importance, mais c'est imprévisible. Non, mais il y a surtout qu'on était trop jeunes et finalement beaucoup trop livrés à nous-mêmes. Mais pas suffisamment de rigueur, pas suffisamment de voilà. Bon, on s'est arrangé. C'était encore, à mon sens, c'était encore du bricolage tout ça. Bon, enfin voilà. En 80, donc l'année suivante, 81, le même équipage de K4, on fait le championnat du monde à Nottingham, on termine 5e. Et puis en 82, le Fédé décide de tout casser. Et finalement, il n'y avait plus de K4, il y avait 2 K4 complètement différents. Et bon, avant d'en arriver au championnat du monde 82, pendant l'hiver, il y a 81-82, j'ai posé une question à celui qui était devenu l'entraîneur, Alain Lebas. Ma question, elle était la suivante. Pourquoi des Norvégiens, des Suédois, des Polonais, donc toutes ces nations d'Europe du Nord, sont-ils plus performants que nous, alors qu'ils ont de la glace pendant un temps infini, quoi? Comment font-ils pour s'entraîner alors qu'ils n'ont pas d'eau? Je suis allé m'entraîner chez un ami en Pologne qui était champion du monde de kayak. On s'est entraîné au pied d'une centrale nucléaire l'hiver parce qu'il y avait 1,5 km d'eau sur la rivière qui n'était pas gelée. C'était l'eau chaude rejetée par la centrale, quoi. Voilà. Mais donc j'ai posé cette question à Alain Lebas qui m'a apporté une réponse, à savoir que s'ils n'ont pas d'eau, ils font pas de kayak, et s'ils font pas de kayak, ils font de la préparation physique. Et donc on a travaillé, lui et moi, sur un plan d'entraînement. Et puis, je l'ai mis en œuvre dès le 1er janvier 82. À savoir, bon, je pense que t'es ici, enfin, où tu es dans le monde de la muscule, tu vas sans doute être intéressé par Bien sûr, mon mais je suis intéressé. L'idée, mais que j'ai complètement mise en œuvre, c'était décembre, janvier, février, 0 km de kayak. Bon. Et je remplace bien sûr par de la PPG, donc avec des séances de muscule, des séances de course à pied et des séances de piscine. Mais pas n'importe quoi. Mes séances de course à pied, c'était principalement sur piste pour avoir des repères, mais à l'époque j'étais à l'INSEP, donc ça posait pas de problème. Je faisais des séries de 400. Je faisais des séries de 800, je faisais des séries de 1500, et j'avais une autre séance par semaine où je faisais des tours de piste, et à chaque tour de piste, j'avais 80 mètres de sprint de fou. Voilà. Et la séance, il fallait qu'elle dure au moins 40 minutes.
sans compter l'échauffement et sans compter le retour au calme. Simplement la séance de travail 40 minutes. Et sinon, les 800, 1500, 400, c'était des séances qui duraient 1h30, quoi. Et donc, simplement un footing, vraiment footing tranquille, une fois par semaine. Voilà. Les muscules, c'était, je sais, alors excusez-moi, j'ai un peu d'âge, donc je sais plus comment vous appelez ça aujourd'hui. Donc je vais juste. J'ai dit comme tu le sens, t'inquiète, je préciserai. Oui, je sais bien. Donc des séances juste de puissance où je cherchais absolument pas à faire des records de poids. Par contre, par exemple, un développé couché, une barre à 60 kilos, elle me suffisait bien, et j'essayais d'en faire 20 ou 30 répètes, et donc et puis 10 séries, et puis enfin voilà. Donc je cherchais de la puissance, mais en répétition, pas en force. Et puis j'avais 2 fois par semaine, j'avais une séance que j'appelais circuit training, où là je jouais, alors bien sûr muscule, mais physio. Donc là j'avais quitté l'INSEP, j'étais au Krebs de Wattignies, et j'avais la salle de muscule pour moi tout seul. J'y allais dans des créneaux où j'étais sûr donc j'avais tous les appareils pour moi, et donc je m'établissais un circuit, et je passais d'un appareil à l'autre en courant parce qu'il fallait que les pulses montent, et mes circuits c'était 8 minutes. Voilà. Donc pendant 8 minutes, je m'arrachais complètement la caisse. J'aurais très bien pu compter les volumes de sueur qui me coulaient à côté des pieds quand je me reposais. Donc, des séries, 8 minutes, et il m'arrivait, la plupart du temps, c'était 6 fois 8 minutes. Voilà. Ok, et donc la natation après, c'était, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà un sacré volume, et la natation, ça consistait en quoi? La natation, c'était c'était pas perfectionner la nage, c'était de la physio et des apnées, voilà. Mais parce que les apnées, j'aimais ça, et puis sinon c'était des 200, c'était des 400, voilà. Et donc ça, c'était absolument tous les jours, et je dirais même plusieurs fois par jour, parce que j'avais faim, parce que le fait de me priver de kayak pendant 3 mois, ça crée une situation ça crée une situation de manque par rapport à mes entraînements des années précédentes, et une situation de manque par rapport à mes adversaires. Moi, je fais pas de kayak, mais eux, ils sont en train d'en faire. Et donc j'avais faim. J'avais faim de kayak, mais je savais que ce que je faisais, c'était pour être peut-être plus fort en kayak. Et donc, j'étais lillois à l'époque. Il n'a pas fait tous les jours beau, et parfois, je supprimais une séance de course à pied pour, après avoir fait une séance de muscule le matin, je repartais dans une séance de muscule l'après-midi. Enfin, je m'en suis énormément mangé pendant 3 mois, quoi. Énormément. Et alors, ta reprise, comment s'est passée ta reprise sur l'eau? Début mars, je suis remonté, en fait. Alors c'était en 82, donc c'est pas récent. Et malgré tout, il y a des repères de date. Le 8 mars, c'était un samedi 82, je suis monté pour la première fois de l'année, je suis monté dans mon kayak. J'étais à Lille, je savais toujours pagayer, mais je sentais plus rien. J'avais perdu toute sensibilité sur le coup de pagaie. J'avais pas de problème de stabilité. J'étais content de remonter, mais ça faisait 3 minutes que je pagayais avec mes copains de club à Lille. J'avais déjà mal partout, quoi. Le problème, il est que le dimanche matin, c'était le 9 mars, il y avait à Choisy-le-Roi des tests d'entraînement hivernaux. Et nous avions un magnifique
9 kilomètres individuels à faire, donc chrono, qui permettait à la Fédé d'établir des sélections pour les stages de printemps, etc. Voilà, et donc je suis arrivé le dimanche matin à Choisy-le-Roi pour faire mes 9 kilomètres. J'avais une séance de kayak faite la veille depuis 3 mois. Voilà. Et j'ai eu mal, très mal. Et j'ai terminé deuxième derrière Patrick Le Foulon. Ah bah ça s'est bien passé finalement. Non, mais c'est super bien passé, mais en performance, mais pas du tout en sensation et pas du tout en plaisir. Hein. Voilà. Mais j'avais compris que j'étais passé de la situation d'un diesel à un turbo diesel. Et donc, dans ma reprise de kayak, ça a été là, il y avait plus de course à pied. Il y a eu beaucoup moins de muscules. Mais par contre, il y avait 2 fois 20 km de kayak par jour. J'avais des séances, c'était 10 fois 1000, ou bien c'était 20 fois 500, ou bien c'était 30 fois 300. Et puis, j'avais aussi 50 fois 100 mètres. Là, j'ai énormément souffert parce que il fallait que je sorte de ma situation de turbo diesel. Il fallait que je commençais à retoucher vraiment au kayak et au lactique. Mais c'était impressionnant parce que j'étais sur le port de la rivière canalisée, la 2, là, à Lille, et j'étais tout seul et je me faisais mes séries. Et je me rappelle que les 1000, je les tournais entre. Alors, je rappelle qu'on était en pelle plate à l'époque, donc avec des destroyers. Les 1000, c'était 3,50, 4 minutes, mais généralement 3,50, 3,55. Et les 500, je les tournais en 1,50, 1,55. Les 20 500. Mais j'avais une capacité énorme. Voilà. Et puis ensuite, donc ça a duré 2 mois. Ce régime de kayak. Enfin, je te laisse imaginer 20 km par séance. Et c'était 11 séances par semaine. Voilà. Donc, en 2 mois, j'ai fait un certain kilométrage. Est-ce que tu as retrouvé tes sensations avec tout ce volume? Des sensations, oui. Mais ce qui a été terrible, c'est après ces 2 mois, là, je suis repassé dans le lactique. Et là, j'ai souffert énormément parce que j'étais seul. Et que là, il fallait que je sorte obligatoirement parce que les compètes approchaient beaucoup et les sélections approchaient beaucoup. Il fallait que je sorte réellement de ma zone de confort là. Et ça a été là, j'ai passé du mauvais temps. Tu vois, tout se mettait bien en place. La prépa physique, enfin vraiment la PPG et puis les gros volumes de kayak. Mais ensuite, ça, de passer dans ces entraînements où ça pique, où ça brûle, là et en étant seul, là j'ai beaucoup souffert. Mais comment ça se fait que tu étais seul? Mais parce que j'étais en poste à la direction départementale jeunesse et sport de Lille et que je t'ai dit en 82, donc j'avais passé mon brevet d'état 2e degré, enfin etc. Et en 82, la Fédé a cassé le K4. Il n'y avait plus un K4, il y avait grosso modo deux K4 expérimentaux. Donc, les équipiers étaient juste appelés pour une compète internationale, ils montaient ensemble et puis ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Je te raconterai juste une sélection en K4. On est allé à Brandenburg, en Allemagne de l'Est. On s'est fait virer en série. On n'a pas eu le droit. On n'a même pas eu le droit en K4 d'accéder au repêchage. Alors, en sachant qu'à Brandenburg, c'était la compète des clubs allemands, des clubs est-allemands,
Donc c'était pas les équipes nationales est-allemandes, c'était les clubs est-allemands qui concouraient pour leur sélection et ils ouvraient la compétition aux Russes, aux Polonais, aux Hongrois, enfin etc. Et donc nous en K4, le K4 français, enfin les deux K4 français puisque nous étions deux K4, aucun n'a atteint les repêchages. Voilà. Et là tu te sens vraiment comme une crotte, quoi. Voilà. Ça fait énormément de mal à la tête. Voilà. Donc ça a été cette année 82. À part ce que moi j'ai mis en œuvre, parce que je vais oublier le K4. Hein, je vais parler du stage préparatoire au championnat du monde 82. Quand je suis arrivé à ce stage, donc avec mon entraînement particulier, j'avais une faim qui était une faim de loup, une faim de kayak, de pagayer. Comme j'avais fait ce qu'il fallait pour sortir de ma zone de confort, en fait, je crois que je dévorais les séances de lactique comme si, je sais pas, j'avais le soleil dans la tête, j'avais le soleil dans le corps, j'avais aucune fatigue nulle part, et j'avais des envies extraordinaires, quoi. J'allais plus vite que les autres dans ce stage préparatoire et je volais sur l'eau. Voilà. Est-ce que cette forme a duré après? Parce que là, tu parlais beaucoup du K4. Est-ce que tu as fait des compètes aussi en individuel, peut-être des championnats de France ou autre? Non. Il nous arrivait souvent de ne pas participer au championnat de France. D'un commun accord avec mes équipiers, on tirait un trait sur les championnats de France pour être focus sur ou les championnats du monde ou les Jeux. Donc voilà, c'était pas multiplier des kilomètres de voiture, des déplacements, etc., qui avaient un impact physique, enfin de fatigue, etc., et rester focus sur la finalité. Donc et par contre, enfin de même, le kayak monoplace, ça m'intéressait pas. Je recherchais de la joie, du plaisir, et le K4 m'apportait la joie et le plaisir. Parce que c'est le sport collectif du kayak. Tu vois, bon, je fais une différence entre les sports d'équipe et les sports collectifs. Et le kayak est vraiment le sport co. Vraiment. Tu as 4 individus qui font exactement la même chose, enfin, censés de faire la même chose au même moment. Enfin, voilà. Voilà 82. 83. Est-ce qu'après ces mauvais résultats, justement, en K4, est-ce qu'il y a eu un changement un peu en termes d'organisation pour mieux s'entraîner ensemble? Donc, en 83, la Fédé change encore son fusil d'épaule, essaye de faire un K4. Alors, elle a fait 2 K4, en fait, une nouvelle fois, et elle a fait un K4 qu'ils ont appelé A, que nous, on a désigné comme avantagé. Donc, enfin voilà, donc ce K4A, c'était des espoirs, disons. Et puis un K4B, donc A avantagé, un K4B comme baiser. Voilà, donc les lieux de stage n'étaient pas du tout les mêmes. Eux sont allés à Séville, nous on est allés à Mâcon. Eux faisaient des compétitions internationales très intéressantes. Nous, on allait à des petites compétitions de clubs étrangers. Enfin voilà, ça a été. Et la finalité était qu'en juin, sur le bassin de Choisy-le-Roi, il y ait une course entre les 2 K4. Il y avait un 1000 mètres à faire. Et le K4 qui terminait premier, il choisissait ses distances pour les championnats du monde. Donc c'est 83. Donc le bateau qui participe aux championnats du monde,
tu peux imaginer, enfin, on pouvait imaginer que il plaçait des pions par rapport à une sélection olympique l'année suivante. Tu vois, donc c'était. Donc notre entraîneur, je me suis retrouvé dans ce K4B avec Didier Vavasseur et Pascal Boucherie et Patrick Bérard, mon ancien équipier des Jeux de Moscou. Et on a été entraîné par Gérald Delacroix et on avait une soif de revanche parce que on n'était que B et on était considérés comme des losers, comme de la peste à la limite. On a fait cette course à Choisy et on a tout explosé. Mais c'est-à-dire on a tout explosé. Il y avait une telle envie de réagir à cette situation que c'était pas possible qu'on perde. Et le second K4 n'est jamais. Enfin, je sais même pas s'ils ont passé la ligne d'arrivée. Enfin, bon, peu importe. Ça a été une boucherie, quoi. Voilà. Et vous avez fait beaucoup d'entraînements en K4 justement cette année-là en 83? Oui. Ah oui, avec Gérald Delacroix, donc notre entraîneur, on savait pourquoi l'on fait. Messieurs, moi j'étais obligé, parce que là je rentrais dans un collectif et j'étais obligé de laisser tomber cette programmation d'entraînement que j'avais vécue en 82, l'année précédente, parce que je rentrais dans un collectif et parce que je devais faire comme les autres. Je pouvais pas rester en marge et faire et me montrer original. Voilà, c'est où l'ensemble de l'équipe de France planifie autrement, ou alors chacun reste dans son coin et puis il fait ce qu'il veut dans son coin. Mais donc là, tu avais pas gagné l'hiver alors cette année-là? Oui, tout à fait. Mais pas en équipage, mais en monoplace, parce que j'étais assez souvent à Paris avec les autres. Ouais. Donc voilà. Donc on a fait les championnats du monde à Tampere. On a couru le 1000, on a couru le 500, on a couru le fond. Enfin voilà. On termine 10e. Mais à la limite, c'était bien. C'était vachement bien compte tenu de ce qu'on avait vécu l'année précédente. Voilà. Donc il y avait vraiment des motifs de satisfaction. Suite à ça, début d'année 80, de saison 83-84, la Fédé nous convoque pour une réunion des athlètes qui étaient présélectionnés olympiques. La Fédé voulait rassurer les athlètes qu'elle considérait comme olympiques en les sélectionnant un an avant. C'est-à-dire que ceux qui étaient présélectionnés, personne ne pouvait remettre en cause leur sélection. Donc, on n'attendait plus de nous pour 84 de reprouver notre valeur nationale. On était présélectionnés. Voilà. Et la sélection n'étant que l'aboutissement des confirmations de résultats au niveau international, qui allait venir ensuite. Et donc, la Fédé, en nous annonçant ceci, on nous a demandé ce qu'on attendait du service médical. Et sans concertation entre nous, l'unanimité a été qu'on a sollicité un psychologue. Voilà, on voulait un psy dans notre environnement pour préparer les Jeux. On n'a jamais eu de psy. Voilà. Puisque j'évoque, c'est vrai que mon discours est un peu décousu, mais je suis passé un peu vite tout à l'heure. Je suis dans le médical. J'ai parlé pour les Jeux de Moscou d'une pommade, d'une prescription pour rééquilibrer le niveau hormonal. En septembre 80, après les Jeux. Ensuite, on est allé en Chine faire des championnats. La première chose qui se passait quand on rentrait à l'INSEP pour préparer donc un nouvel hiver, une nouvelle saison, on passait un entretien auprès d'un médecin pour faire un bilan de santé, un bilan dentaire, etc. Et le médecin m'avait demandé si je prenais des produits. Donc je lui avais dit non,
Bon, sauf une pommade qu'on m'a prescrit pendant 2 mois. Voilà. Il m'a demandé le nom de cette pommade. Je lui ai dit, je ne sais pas du tout. Le tube ne porte aucune inscription. Il m'a demandé si je pouvais, s'il m'en restait. Et donc, je lui ai apporté le reste de tube que j'avais dès le lendemain. Et puis, j'ai appris que on fait, testostérone. Voilà. Donc, c'est complètement à notre insu. Contrairement à un cycliste particulier, c'était pas de notre plein gré du tout, mais complètement à notre insu, on nous a balancé la testostérone. Voilà. Donc ensuite, j'ai ouvert ma gueule, le médecin s'est fait virer, et puis, mais bon, le médecin, de la Fédé n'avait pas pris ses décisions tout seul, hein, à mon avis. Enfin voilà. Donc, en 83, unanimement, on demande un psy, et à partir de là, beaucoup dans l'équipe, et moi en particulier, il n'était plus question de prendre quoi que ce soit et de faire confiance à quiconque. Ok. Bon, c'est juste un peu décevant d'être obligé d'en arriver là, mais voilà. Et donc les rapports avec les médecins, bon, ils n'étaient pas tendus, mais on n'attendait rien d'eux. On n'était pas malade, pas de problème particulier, donc grosso modo, ça ne nous apportait pas grand-chose. Le psy, il nous semblait que c'était important. On n'a pas eu le psy. Voilà. Je me suis retrouvé dans un K4 avec Philippe Boccara, Pascal Boucherie, non, pardon, dans un K4 avec Pascal Boucherie, Didier Vavasseur, et le quatrième était Patrick Bérard, des championnats du monde 83, qui n'a pas été retenu par la fédération. Et dans le K4, ils ont préféré mettre Patrick Le Foulon. On s'est entraîné l'hiver avec Patrick Le Foulon, et ça nous a pas vraiment plu. On a souhaité attendre le retour de Philippe Boccara des États-Unis, et dès que Philippe est rentré des États-Unis, on lui a proposé de monter dans le K4, et puis on a travaillé avec Philippe. Voilà. Donc d'où l'équipage Boccara, Boucherie, Vavasseur et moi. On était un K4 lourd. Bon, la carcasse de Philippe, et puis celle de Pascal, la mienne, et puis Didier. Voilà, on n'est pas comme les K4 espagnols où ce sont des moustiques, enfin qui étaient des moustiques. Et donc, on s'est bercé un peu d'illusions en imaginant qu'on partirait moins vite que les autres, mais qu'on pouvait les rattraper au train. Donc, il y a eu une première course à Nottingham qui a été vraiment décevante. Et puis, l'entraîneur était Alain Lebas. Il nous a mis sur une piste qui était de hacher notre gestuelle. On a fait une multitude de séances où la thématique était la beauté. C'est-à-dire qu'on était en K4 et on cherchait à être beau. Ça peut te paraître débile. Non, mais je comprends bien l'idée. Moi aussi, j'aime bien essayer d'être beau quand je suis pas game, même si c'est pas hyper efficace. Peut-être que pour toi, c'était efficace. Tu vas peut-être nous dire ça. Beau, c'est être grand, c'est-à-dire être ample, être détendu, c'est d'être souple, c'est d'être facile. L'idée, bon, tu prends Usain Bolt à l'arrivée d'un 100 mètres, tu verras que son visage est beaucoup plus beau que ses adversaires. Bon, parce qu'il est plus détendu, il est plus ample, il est plus grand, il est plus tout, mais c'est une attitude et qui se travaille. Et enfin, on a fait des séances où on laissait de côté la technique. La seule technique qu'on cherchait, c'était la beauté, c'était la beauté de la gestuelle, la beauté de notre attitude dans le bateau, etc.
et donc, avec une gestuelle lente. Par contre, la passée dans l'eau, très dynamique, mais une gestuelle très lente avec énormément de temps de suspension pour se relâcher, etc., etc. Et ça nous a fait, là, à partir de là, on n'a plus eu d'entraîneur. Parce que là, on était arrivé dans un autre monde. Et là, on crée notre monde. Le nôtre, uniquement le nôtre. Mais les progrès ont été fulgurants parce que fin juin, il y avait toujours une grosse compétition en Allemagne. Et on termine 4e, derrière toutes les meilleures nations mondiales. Et puis, début juillet, on est à Copenhague et on est sur le podium et on est dans la même seconde que les Russes et les Allemands de l'Est. Et donc là, on a fait un saut prodigieux. Et puis, on a continué en stage parce qu'on était... la Fédé nous avait demandé de préparer le décalage horaire. Le problème était le suivant. Paris-Los Angeles, c'est 9 heures de décalage horaire. Le bassin était navigable. Donc, c'était un bassin qui était entre Los Angeles et Santa Barbara, était navigable que le matin, parce que les vents se levaient l'après-midi et ça devenait carrément la mer. Donc, les courses commençaient à 7 heures le matin. Et donc, le souci de la fédération à l'époque était d'éviter que on soit sur site, donc en Californie, qu'on soit trop proche de la pression olympique et que on ait les après-midi à ne rien faire. Tu vois, l'impossibilité de naviguer parce qu'il y avait trop de vent, etc., etc., etc. Donc la Fédé a fait le choix de suivre ce que Guy Drut avait fait pour les Jeux de 76, à savoir préparer le décalage horaire en France. Et donc d'articuler ce décalage horaire non pas de 9 heures, qui était la différence d'horaire entre Paris et Los Angeles, mais de prendre que 6 heures pour que on n'ait plus la sensation de se lever à 7 heures on se levait à 4 heures du matin, mais qu'on n'ait pas la sensation de se lever à 4 heures du matin, mais à 7 heures du matin. Tu comprends l'esprit? Oui. Et donc on a vécu mes 3 équipiers et moi pendant 2 mois, mais ça avait été notre choix les 2 mois. On a vécu pendant 2 mois en France, avec 6 heures de décalage horaire sur la France. Pour mettre ça en œuvre, Pascal nous avait trouvé une auberge à côté de chez lui, à Bushman, et on a passé un peu plus d'1 mois dans cette auberge, où le patron était d'une gentillesse extraordinaire. Et donc, on était censé ne pas se coucher avant 4 heures du matin. Dormir jusqu'à midi. Et puis les entraînements. Alors le dernier entraînement, donc le 3e entraînement de la journée, on le faisait de nuit. Et c'était donc on était sur la Maine, on savait qu'il n'y avait pas de surprise, le bassin on le connaissait, mais toutes les nuits n'avaient pas forcément une pleine lune. Enfin, tu vois. Et finalement les séances ont été je pense les plus bénéfiques. Hein, c'est les séances qu'on a fait en nuit noire, en K4, dans la nuit, sans aucun repère visuel. Juste le kinesthésique et l'audition. C'est tout ce qui restait. Et pour la synchro d'un K4, c'est fabuleux. Voilà. Donc on a fait des choses absolument remarquables. Les 15 premiers jours des préparations de ce décalage horaire ont été compliqués parce qu'il fallait qu'on se couche à 4 heures du matin. L'anecdote, c'est qu'on a passé les 10 premiers soirs, on les a passés en boîte de nuit, quoi. Donc, on était à 2 mois des Jeux et pendant 10 soirs, on est allé en boîte de nuit, s'abrutir de musique. Alors, bien sûr, on fumait pas, mais on buvait pas non plus. Par contre, à l'époque, tout le monde fumait dans les boîtes de nuit, donc à la limite,
notre VO2 max, on l'a fait progresser également parce que bon, enfin voilà. Mais l'idée, c'était de ne pas dormir avant 4 heures du matin, quoi. Et t'as pas le choix. On avait essayé la lecture, on a essayé le cinéma, on a essayé la terrasse d'un bistrot, mais tu te fais mettre à la porte très vite. Il n'y a que les boîtes de nuit qui nous offraient la possibilité. Donc ça a duré une dizaine de soirées. Et puis ensuite, on avait pris le rythme et c'était parti, quoi. Donc, mais voilà, préparer les jeux en boîte, c'était assez original, quoi. Voilà pour les. Quand est-ce que vous arrivez à Los Angeles alors? On est arrivé la veille de notre première série. Ah ouais, vous n'êtes pas resté. Ah ouais, ok. Ah ouais, on a regardé les cérémonies d'ouverture à la télé. Alors, nous, comme le reste de l'équipe de France, on avait retrouvé le reste de l'équipe de France sur un petit lac nivernais à Chaumson. Et donc, on avait tous passé 3 semaines là-bas. Et on a pris l'avion, on est arrivé la veille du début des courses. Donc, mais peu importe le décalage horaire, de toute façon, on l'avait complètement intégré. Voilà, mais on faisait des chronos absolument géniaux, quoi. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'il y avait eu, j'ai entendu des commentaires sur Jeux Olympiques un peu tronqués comme ceux de Moscou parce qu'il y avait des boycotts, etc. Donc il est vrai que pas mal de pays de l'Est ont boycotté les Jeux de Los Angeles. Mais en ce qui nous concernait, nous en K4, les champions du monde qui étaient les Roumains, ils étaient présents. Je te dis, un mois et demi avant, on est dans la même seconde que les Russes et les Allemands de l'Est. Bon, voilà, notre course a été pas dénaturée pour nous. Enfin voilà. Et puis il y a eu le jour des finales de 2000. Alors on avait gagné notre série, on a gagné notre demi-finale, et puis bon, on était bien. On était bien et on était beau. Voilà. Non, beau en gestuel. Enfin voilà. Et puis il y a eu Philippe qui a complètement foiré sa finale de K1000. Et puis il y a eu l'errance de Philippe sur l'eau après sa finale ratée. Il a mis une demi-heure avant de redescendre de bateau. Et puis il y a eu nous, on montait en K4 45 minutes avant la course. Et 45 minutes en K4, échauffement progressif, et on s'arrachait vraiment. On faisait entre autres deux séries de 6 fois 30 secondes, tu vois, avec 30 secondes de récup, mais à intensité max. Voilà, ça c'était la fin de l'échauffement. Une fois qu'on avait fait ça, on était prêt. Et avant de monter en bateau pour ces 45 minutes d'échauffement avant la finale, eh bien, on s'est retrouvé sur un petit bout de sable d'une petite plage à proximité du plan d'eau, tous les 4 assis sur une chaise et à regarder le même grain de sable au milieu de nos pieds, quoi, tu vois. C'est grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? On ne le sait pas. Je l'ouvre, je la ferme, je souris, je pleure. Enfin bon, point. Le doute complet. Je reviens à notre demande. Je pense que le psy aurait peut-être été utile, mais c'est tout. On a évolué, enfin, c'est mon ressenti. On a évolué dans ce doute. On est monté en bateau. Et puis après, c'est la routine. On a tout fait, sauf de respecter notre plan de course. Et je pense que tout ce qu'on n'a pas réussi à dire à Philippe et à se dire, eh bien, on a voulu l'exprimer par la pagaie. Et on avait prévu de passer, grosso modo, avant-dernier au 500. Et puis, on s'est retrouvé en avance sur notre plan de course. Ça veut dire qu'on a sacrifié des moments de glisse, des moments de récup du départ. Enfin, on n'a pas respecté notre plan de course. Bon, on pouvait, on voulait
Et on devait gagner, je pense. Et puis ça n'a pas fait. Voilà. Et est-ce que malgré tout, c'est quand même avec le recul, c'est quand même une bonne place que vous avez fait? En fait, mon principal regret, il n'est pas là. Voilà, dis-moi parce que parce que dans mon fort intérieur, pour moi, c'était pas fini. Parce que depuis entre 84 et l'âge des 12 ans où je suis monté dans un bateau, je t'ai dit, je cherchais pas une breloque, je cherchais pas une médaille, je cherchais pas une coupe, je cherchais à aller plus vite que les autres, avec du plaisir. Mais là, j'allais pas plus vite que les autres, donc j'avais pas fini. Bon, c'est qu'après que la Fédé, on m'a fait comprendre, enfin, on m'a dit que de toute façon, je n'étais plus sélectionnable en équipe de France. Et on m'a obligé à raccrocher, voilà, parce que la Fédé comptait sur moi pour que j'aille encadrer, que je prenne la charge du centre d'entraînement et de formation de Lille. Voilà. Donc je n'étais plus sélectionnable en équipe de France et donc j'avais plus besoin. Je pouvais m'entraîner si je voulais, mais de toute façon, peu importe, ils s'intéressaient plus à moi, quoi. Voilà. Et c'est le regret, ça. Voilà. Et donc là, tu prends ta retraite forcée, entre guillemets. On me met en retraite, ouais. Mais l'idée, c'était la politique de jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, quand je regarde la majorité des éléments des équipes de France de course en ligne, quand je vois l'âge de Maxime Beaumont, etc., fort heureusement qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, parce que ça veut rien dire une politique de jeunes, quoi. J'ai été, je pense, le second à rentrer tard en équipe de France. Le second parce que le premier, ça a été Gérald Delacroix, qui a terminé 4e aux Jeux de Montréal en C2, qui était footballeur à l'origine et qui est rentré très tard en équipe, mais principalement parce qu'il était gaucher en canoë et que les gauchers à l'époque étaient très recherchés. Enfin, 4e au jeu, et moi je suis rentré en équipe à 25 ans, sans avoir jamais eu un parcours en junior, aucune sélection en junior, enfin bon, etc. Donc je suis rentré très vieux. Ensuite, j'ose dire que la porte que j'avais entrouverte, eh bien, elle a été complètement ouverte par d'autres, comme Pascal Boucherie, comme Daniel Legras, etc., qui n'avaient pas de passé non plus dans les jeunes catégories et qui se sont imposés chez les seniors, alors qu'ils sont pas arrivés à 20 ans ou avant, quoi. Voilà. Donc j'avais 29 ans à Los Angeles. Et j'avais faim encore, j'avais énormément faim. Voilà, mais bon, j'étais à la retraite, donc j'ai tenté de m'investir dans ce qu'on attendait de moi, ce que la Fédé attendait de moi sur l'île. Et puis je me suis fatigué très vite parce que il y avait pas de local, parce que les crédits étaient bloqués par un trésorier payeur général du département du Nord, peu importe, parce que j'avais pas de matériel, et parce que on m'avait envoyé 3 athlètes, 2 étaient blessés aux épaules, donc c'était des athlètes issus du sport-études de Caen. Enfin bon, peu importe. Donc en fait, donc je passais ma vie dans des réunions pour tenter de débloquer les crédits pour le hangar, enfin bon, etc. Je me suis fatigué et puis je suis parti en disponibilité, je suis parti m'oxygéner les neurones en me rapprochant de ma famille aux États-Unis. Voilà. Donc j'ai passé 2 fois 6 mois aux États-Unis, en Oregon principalement, sur la côte ouest, plus la participation au Paris-Dakar entre les deux. Et puis ça m'a permis
m'éloigner de cette faim et de cette soif de kayak de course en ligne et en compète, tu vois. Donc, mais en 84, t'as complètement arrêté de naviguer après? Tu faisais même plus pour le plaisir ou? Ben, si, en 85, j'ai navigué et puis bon, mais c'était vraiment que plaisir, quoi. Sans planification, il y avait plus parce que j'avais plus d'objectifs. Enfin, on m'avait tout supprimé. Donc je naviguais. J'ai fait une paire de compètes où c'est fabuleux l'année qui suit une année de préparation olympique parce que tu te reposes et finalement tu as une pêche qui est monstrueuse, quoi. Souvent on disait, alors je ne sais pas si ça se dit encore, mais que tout le travail que tu fournis, ça paye l'année suivante. Je peux dire qu'en 85, je l'ai mesuré ça. Je m'entraînais pas beaucoup, puis surtout sans planification particulière, et j'avais une pêche en kayak. Les quelques compétitions que j'ai pu faire, c'était un régal, quoi. Bon, enfin voilà. Et donc ensuite il y a eu cette coupure avec les États-Unis, et là bon, c'était pour m'éloigner du kayak. C'était insupportable pour moi d'être sur le bord d'un bassin et de voir des bateaux lutter pour aller plus vite que les autres. Je rongeais mon frein, quoi. C'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible d'être spectateur. Je voulais continuer à être acteur. Bon, ça c'est pas fait. Et après, bon, les États-Unis, j'ai pas touché une pagaie. Et puis à mon retour, eh bien, j'ai réellement commencé à travailler, mais j'ai plus voulu travailler pour la Fédé, et j'ai réellement, je suis rentré dans des missions de conseiller départemental et conseiller de secteur pour la direction départementale Jeunesse et Sport du Nord. Voilà. Et puis j'ai travaillé sur des dossiers. J'ai découvert tout un monde qui n'était pas le monde du kayak. Voilà. Donc c'était et puis donc ensuite, ça c'était les prémices de tout ce qui a composé ma vie professionnelle, parce que bon, j'ai passé ma vie professionnelle dans ce qui était le ministère de la Jeunesse et des Sports. En 88, la Fédé est venue taper à ma porte pour me solliciter pour que je remplisse une mission de développement du kayak en Polynésie, donc à Tahiti. Deux autres copains y étaient passés, donc Patrick Gentil et Philippe Renaud. Et donc je suis parti en Polynésie pour développer le kayak au sein de la fédération polynésienne de VAA, c'est-à-dire de pirogue, puisque la Fédé de kayak venait d'intégrer donc le VAA, donc la pirogue polynésienne, aux activités de la Fédération française de canoë-kayak. Je me suis aperçu très vite que c'était pratiquement impossible de travailler avec les hommes, parce que la saison de pirogue dure 4 mois et que ces gentils monsieur passaient les 8 mois restants de l'année avec une copine qui s'appelle Inano, c'est-à-dire c'est la marque de la brasserie locale de bière. Enfin bon, grosso modo, ils adoraient faire la fête. Et donc, les athlètes à l'entraînement, quand il n'y a pas de compétition prévue, bah ça a été impossible. Par contre, c'était très facile de travailler avec les filles. Et donc, je me suis retrouvé avec 5 Tahitiennes qui étaient toutes les 5 championnes du monde. Donc, il y avait 4 championnes du monde senior et une Paloma qui était championne du monde junior, avec des âges qui laissent rêver. C'est-à-dire que j'avais 5 filles. Alors, c'était 37 ans, 32 ans, 30 ans, 23 ans et 17 ans. Voilà. Et puis, on a fait un travail, elle ne connaissait, elle ne connaissait que les pagaies de pirogue. Il a fallu qu'elle découvre ce qu'était un kayak de course en ligne et une pagaie plate.
il a été prévu et donc on est revenu non pas, pas avec 5 filles, mais 4 filles et moi, nous sommes arrivés en France pour un stage. J'ai voulu que les filles s'adaptent le plus vite possible au climat et donc je les ai emmenées dans un environnement que je connaissais, c'est-à-dire celui de Lille, et c'était début avril, et elles ont eu particulièrement froid. Mais la finalité, c'est qu'elles aient froid. On avait une compétition début mai en Belgique, à Gand, et c'était important qu'elles s'adaptent, qu'elles se mettent, enfin non. Et puis on était bien à Lille, quoi, parce que bon, la rivière canalisée, ok, et puis c'était 88. Donc, plus personne n'avait de pagaie plate et elles ont découvert sur place les pagaies creuses. Et elles se sont adaptées à une vitesse phénoménale. En fait, ce sont des Iliens et l'eau, c'est leur univers. Et donc, ils ont enfin, je qualifie ça d'intelligence de l'eau, quoi. Ils savent utiliser la flotte comme nous, on ne sait pas le faire, quoi. Voilà. Donc, de passer d'une pirogue à un kayak de course en ligne, ça leur a pas posé 5 secondes de problème. De passer d'une pagaie plate à une pagaie creuse, elles ont tout compris tout de suite. Et puis on a fait, on avait bien travaillé, quoi. Voilà. Et puis est-ce qu'elles ont fait des performances après? La première course en K4, la première course, elles étaient loin. Donc il y a eu tout un circuit de compète, donc Belgique, il y a eu la Hongrie, il y a eu Paris, enfin bon, etc. Et oui, elles ont progressé. Elles ont terminé la dernière compète, c'est une compète internationale à Paris, donc sur le bassin de Choisy à l'époque, et elles terminent à 4 secondes de l'équipage olympique français. Ouais. Donc c'était. Alors, j'avais sorti du K4 une des polynésiennes qui me créait quelques soucis, et j'avais intégré Catherine Madevon, qui avait été laissée pour compte par la Fédé. Catherine Madevon, elle était 6e aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Donc j'avais raccroché Catherine Madevon, qui pilotait le K4, voilà. Et donc, non, il y avait un potentiel extraordinaire. Alors cette démarche développement du kayak en Polynésie trouvait son origine sur une subvention, une certaine subvention du ministère des Dom-Tom, subvention que la Fédé donc utilisait tant pour nos déplacements que pour l'achat de matériel, l'envoi de matériel en Polynésie, etc. Et il n'y a pas eu de suite parce que tout ce qui n'a pas été dépensé de cet argent a simplement disparu. Il a disparu. Donc, quand je dis ça, c'est que j'avais juste certains espoirs sur la prolongation, que ce soit par moi ou par un autre, peu importe. J'avais fait un rapport à la Fédé sur l'intérêt de poursuivre, parce que ce sont des athlètes extraordinaires. Sur l'eau, ils sont magnifiques. Bon, c'était facile avec les filles, c'était très complexe avec les hommes, mais bon, les résultats des filles qui faisaient du kayak, leurs résultats en pirogue, à un moment, ils ont imaginé que j'étais un sorcier, quoi, parce que elles allaient 2 fois plus vite que tout le monde, alors que même si elles étaient meilleures, il y avait moins d'écart. Mais là, bon, enfin voilà. Et j'ai participé à l'Assemblée générale de la Fédé en décembre 88, et je me suis intéressé à la lecture des comptes. Et toutes mes dépenses n'étaient pas dans le budget de la Fédé, de même que la subvention n'y était pas. Donc il n'y avait pas de ligne crédit, il n'y avait pas de ligne débit, quoi. Tu vois. Voilà, c'est tout. Et puis l'opération simplement purement cessé quand moi j'y n'étais plus. Donc je réitère mon propos, ce qui n'a pas été dépensé a disparu. Oui, ça s'appelle comme ça.
Ok. Les contrôles comptables étaient peut-être moins poussés à l'époque alors, parce que là c'est bizarre. Je vais te confirmer ça par une anecdote. La Fédé m'avait, on, et tous mes collègues, on percevait une rémunération en travaillant en jeunesse et sport, et on bénéficie, enfin, on va appeler ça prime, qu'on appelle en fait indemnité de suggestion. Et la Fédé en me sollicitant, donc je continuais à être payé par la direction départementale jeunesse et sport du Nord, mais comme je travaillais plus dans le Nord parce que j'étais parti en Polynésie, on me versait plus cette indemnité de suggestion. La Fédé m'a promis de me la payer. Bien, donc je perdais rien, et puis enfin, et finalement ce que la Fédé m'a demandé, c'était que je ramène des notes de frais de Polynésie, ce qui leur permettait de dépenser, enfin de sortir ce qu'ils me devaient pour cette prime, entre guillemets, de leur compte. Et je suis incapable d'aller dans un resto et de prendre un repas et de demander au garçon qu'il me fasse une fiche avec 10 repas. C'est pas possible pour moi de faire ça. Et donc, je suis rentré à Paris, j'étais au siège de la Fédé, je leur ai dit, je suis désolé, j'ai pas de facture. Donc, mon correspondant de la Fédé me dit, bon, attends, c'est pas dur, demain, on ira à l'agence de voyage. L'agence de voyage, le type derrière son comptoir m'a demandé quand j'étais susceptible de faire un voyage aller-retour Paris-Papeete. Voilà. Mais c'était un voyage fictif, d'accord. Il a édité le billet, il a imprimé la facture, il a remis la facture, entre guillemets, au correspondant de la Fédé qui m'avait accompagné, et puis il a déchiré le billet. Voilà. Donc ensuite, j'ai touché ma prime. D'accord. Ça se faisait en 88. Donc, quand tu dis c'était plus facile qu'aujourd'hui, je pense que ça a été plus facile qu'aujourd'hui, tout à fait. Mais ça existait. Donc, et on comprend facilement qu'il y a eu quelques réglementations qui sont mises en place. Comment ça se passe pour toi la suite? Parce que finalement, tu étais bien en Polynésie, ça se passait bien tout ça, et puis finalement, il y a plus de poste. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je reprends mon travail à la direction départementale du Nord. Là, j'ai tourné, non, enfin, j'avais déjà tourné le dos au kayak. Il y a eu cet épisode à Polynésie, et puis après, tu crois plus en personne et tu crois plus en rien. Donc j'ai vécu ma vie professionnelle. J'ai eu, voilà. Et, je suis intervenu auprès, enfin bon, je me suis retrouvé dans le sud-ouest. J'ai donné un coup de main dans l'encadrement de minimes parce que j'ai toujours eu ce besoin de partager. Bon, j'ai pas souvent eu l'occasion de le faire. Et puis j'ai eu des plaisirs avec les athlètes à encadrer ces minimes qui étaient bon, ils sont géniaux quoi. Enfin bon, c'est tout ça. Il y a tant de choses à leur apporter, les faire grandir dans leur vie d'une part, et puis dans leur vie sportive d'autre part. Mais j'ai eu beaucoup de déceptions de par les dirigeants, les cadres techniques, enfin etc. On utilise les gamins pour sa propre promotion, ses propres intérêts, et ça je déteste ça quoi. Bon, donc je me suis plus intéressé vraiment au kayak. Par contre, j'ai une dernière anecdote. Enfin, je synthétise. Dans le cadre de mon travail à Lille, qui n'a plus rien à voir avec donc le milieu du kayak, on me confie une mission, enfin une partie de mission, dans le cadre d'une formation au brevet d'État, ce qu'on appelait le BESAT, c'est le brevet d'État sport pour tous à l'époque. Et on me dit, tu vas être le référent de l'UF6, c'est une UF qui porte sur
l'espace et le rythme. Je les ai regardés effarés. Moi, leur parler de cadence, de glisse et, et de planification d'entraînement, je peux le faire. Parler dans un cadre de gestion de l'espace et du rythme, ces 25 stagiaires, je voyais vraiment pas ce que je pouvais leur apporter et leur raconter, quoi. Donc, j'ai essayé de fouiller un peu et j'ai eu une chance inouïe, c'est de tomber sur une idée qui était très sympa. En fait, on m'a présenté le directeur de l'école régionale de Mime du Nord-Pas-de-Calais, installé à Lille. Et ce directeur régional de l'école de Mime, qui était l'un des 4 élèves originels du Mime Marceau, avait été champion de France de tennis de table. Donc j'avais un Mime, directeur d'école de Mime et sportif. Et puis il a accepté d'encadrer pendant une demi-journée mes stagiaires, qui préparaient donc un brevet d'État sport pour tous. Il les a débriefés sur le Mime, les 7 grands canaux, enfin moi que ça, peu importe. Et puis après, il y a eu pendant 2h30 la mise en situation et l'exercice qui était sollicité, enfin bon, qui était proposé, c'est d'imaginer, enfin t'es debout, tu tiens une barre verticale dans le métro ou dans un bus, ou enfin tu tiens une barre verticale et elle est fixe et tu tournes autour. Et donc c'est simple, sauf que c'est très complexe à réaliser. Et donc, on a passé 2h30, moi avec, les 25 stagiaires et puis moi et puis d'autres collègues qui avaient été intéressés par l'idée. On a tenté de rendre cette barre rigide. Parce que t'imagines, si je te demande de te mettre debout et de tenir cette barre et tourner autour, elle est un peu pâte à modeler ta barre, hein, parce que tu n'as pas la technique. Donc, au bout de 2h30, tout le monde était à peu près arrivé à rendre cette barre rigide. Tout le monde était cuit, c'est-à-dire qu'on était plus bon à rien. Et j'ai compris beaucoup de choses dans ma vie de pagayeur et dans ma gestuelle de pagayeur. Et j'ai juste regretté de ne pas avoir découvert ça avant. Parce que le Mime, c'est une gestion de l'énergie. Et que quand tu tiens une barre fictive et que tu tournes autour, en fait, toute ton énergie elle est dans le poignet et tout le reste de ton corps est détendu, est complètement relâche. Et tu te rappelles mes propos sur la recherche de la beauté dans le K4 ? Oui. Voilà. Et ben voilà. Et je regrette juste. Alors aujourd'hui, certains parlent de yoga, de trucs, de machin, mais il y a des disciplines sans doute qui méritent aussi qu'on s'intéresse à elles. Et ça avait complètement scotché ces 25 stagiaires. Tant tu découvrais ta façon de marcher. C'est-à-dire tu découvrais les mouvements de ton pied quand tu marches, etc. Et c'était très particulier comme anecdote, enfin comme situation. Voilà, c'est un grand moment. Qu'est-ce qui t'a amené dans le sud-ouest après ? Pardon ? J'ai parce que là tu parlais justement de ton poste dans le nord avec les Bézaptes et après tu as parlé que tu avais été dans le sud-ouest. Oui, pour travailler. En fait, j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire et à défaire des valises ou des sacs. Et puis, j'ai quitté l'île pour me rapprocher de celle qui est devenue ma femme ensuite. Et puis j'ai fait le nécessaire pour qu'elle puisse se développer dans sa vie professionnelle. Et j'ai toujours, par mutation successive, réussi à la suivre.
Et donc après Angers, ça a été Lisieux, et puis Caen, et puis Nantes, et puis notre objectif familial était le Sud-Ouest. Donc dans un premier temps, c'était Pau, mais j'avais pas de poste disponible à Pau, donc on s'est arrêté à Périgueux. Voilà. Donc, mais pour moi, j'ai jamais eu de contrainte particulière à bouger, à me déplacer. Toute la France est belle de toute façon, et toutes les régions sont intéressantes. Donc voilà, et d'ailleurs depuis j'ai quitté Périgueux, je suis à Laval. Donc je sais pas si un jour je resterai définitivement à la même place, quoi. Voilà. Là, tu vois, on fait les podcasts à secret du kayak et t'as dit plutôt que t'étais sorti un peu du milieu du kayak. Malgré tout, t'es quand même dedans parce que t'écoutes un peu les épisodes. Qu'est-ce qui fait que t'es resté un peu connecté quand même au milieu toutes ces années, alors que finalement t'as pu voir, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais le système un peu magouille quoi, tout autour qui t'a un peu découragé. Oui, mais le kayak, c'est toujours mon grand amour. Et ça ne m'a jamais déçu. Ce qui m'a déçu, ce sont les comportements humains autour de ça. Et finalement, j'ai pas grand-chose à faire avec les individus. Avec l'activité, oui. Alors, quand je parle des individus, je parle pas des athlètes. Les athlètes, tu vois, je considère qu'un athlète n'a pas besoin de dirigeant, n'a pas besoin d'entraîneur. L'athlète se suffit à lui-même. Alors, bien sûr, l'entraîneur est essentiel, mais à condition de ne pas se tromper sur la mission de l'entraîneur. J'ai toujours considéré que l'entraîneur avait pour mission de rendre l'athlète autonome. Et non pas de rendre l'athlète dépendant. Tu comprends? Tout à fait. Le dirigeant, bien sûr, il est indispensable, comme le juge est indispensable, mais dans l'activité. Donc c'est juste pour le respect des normes, juste pour l'organisation, etc. Ok, mais si tu supprimes les athlètes, il n'y a plus besoin de coach, il n'y a plus besoin de dirigeant, il n'y a plus besoin de juge. Le cœur de l'activité, c'est l'athlète. Alors quand je dis athlète, c'est le pratiquant. Il n'est pas forcément compétiteur, mais le cœur de l'activité, c'est l'athlète. Que l'athlète. Et tout le reste, c'est de la périphérie, et ce sont des morceaux dans la périphérie. Mais faut pas se tromper voilà. Donc l'activité, le cœur de l'activité kayak, c'est toujours mon amour absolu, quelle que soit l'activité, de l'eau vive à l'eau calme, au surf, au polo, etc. Peu importe, que ce soit du canoë, du kayak, de la pirogue, etc. Peu importe. Mais voilà. Et auprès, par exemple, des athlètes minimes auprès desquels j'intervenais, avec eux, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas il n'y a pas d'erreur sur les objectifs. Ils te trompent pas. Et en retour, tu sais quand tu les intéresses et quand ils se désintéressent de toi. Et tu sais quand ton attitude ou tes explications ne portent pas, ou enfin bon, voilà, ils sont faciles à vivre parce que ils sont de nature. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Mais l'être humain ne reste pas comme ça, quoi. Voilà. Et est-ce que je sais pas si tu as un avis là-dessus, si tu arrives à voir, est-ce que les choses ont changé depuis tes années quand tu étais athlète au niveau d'instance dirigeante? Est-ce qu'aujourd'hui on est mieux accompagné, on est mieux soutenu, il y a moins de magouilles peut-être? Je sais pas si tu as accès à tout ça ou pas. Non, et puis il y a principalement que aujourd'hui, je m'en fous. Et quand je suis les vidéos, j'accède aux résultats, etc. Voilà, ça m'intéresse. Et les vidéos et le matériel, ça m'intéresse. Après, les individus m'intéressent pas du tout.
Enfin, ils m'intéressent plus du tout, tellement ils m'ont déçu, quoi. Voilà, c'est tout. Entre ceux qui parlent bien, ceux qui te font des promesses, ceux qui te jurent des choses pour l'éternité, ceux qui et puis bon, c'est voilà. Habituellement, je t'ai entendu et j'ai entendu tes interviewés et parfois il y a, enfin assez souvent, tu synthétises en quelques mots. Et en attendant que tu m'appelles, je dirais que j'ai plus aucune confiance dans les paroles et qu'il y a que les actes qui comptent. Voilà. Est-ce que tu as eu envie peut-être à un moment justement de t'investir justement peut-être dans la fédération de l'instance dirigeante pour faire les choses d'une façon différente? Non, mon père l'avait fait. Mon père, je t'ai dit, il y a 1h30 que mon père était toujours, s'est investi toute sa vie dans le monde associatif, enfin la vie sociale, son environnement, etc. Et il s'est retrouvé président de la commission course en ligne à la Fédé. Parce que mon petit club dans une commune de 950 habitants, nous étions devenus le second club français en résultat en course en ligne en France, devant toutes les grosses structures qui avaient des entraîneurs professionnels rémunérés. Nous, il y avait 950 habitants dans ma commune. On était le second club français, premier club féminin d'ailleurs, et mon père s'est retrouvé proposé, guidé vers la présidence de la commission course en ligne à la Fédé. Et puis il n'a pas accepté de rentrer dans des magouilles du DTN de l'époque, magouilles, etc. Il n'a pas accepté et il est apparu que comme il n'avait pas de pouvoir sur mon père, sur ses prises de décision, sur ses positionnements, eh ben, ils pouvaient en avoir, donc eux, les magouillards, pouvaient en avoir sur la sélection des athlètes de mon club. C'est terrible, hein. Et je peux argumenter avec des preuves en plus. Donc, c'est terrible, mais et donc là, mon père s'est retiré. Et puis, pour protéger les athlètes qui auraient vu leur sélection en équipe de France supprimée parce qu'il y avait des règlements de compte. Donc, voilà. Mon père a tellement été dégoûté que, en fait, le club de kayak, il s'est dissous et on est tous partis signer une licence sur la SNTM. Donc c'est la Société nautique du Tour de Marne, donc en banlieue parisienne. Voilà. Aujourd'hui, il y a ton fils qui pratique le kayak quand même à haut niveau. Ouais. Est-ce que pour toi qui a été un peu dégoûté du milieu, t'as quand même, comme tu disais tout à l'heure, t'as toujours cette envie t'as eu cette envie de transmettre aux jeunes tout ça. Est-ce que t'as retrouvé ça avec lui? Est-ce qu'à un moment tu l'as entraîné ou pas? J'imagine que ça doit être difficile peut-être d'entraîner son fils. Je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que t'as des choses à nous partager un peu là-dessus? Non, c'est marrant. Enfin bon, je découvre. Maxence n'a jamais eu besoin de moi. Donc c'est vrai, je suis à l'origine. Alors il avait toujours. Alors c'est pas moi. C'était ses deux parents. Donc mon épouse et moi. Il était clair que nos enfants, quand on en aurait, feraient du sport. Ça, c'était inévitable. Le sport de compète, ça leur appartiendrait à eux. Il n'était pas question que, bon, ma femme était sportive, était championne de France espoir en course à pied. Il n'était pas question qu'on les oblige à faire de la compète. C'était leur choix. Ça serait leur choix à eux. Mais le sport, c'était, il fallait qu'on les lance dans ce bain.
Maxence a commencé comme son frère avec du judo, du tennis, et puis j'ai organisé des sorties sur la Dordogne avec des amis, et puis bon, Maxence a découvert le kayak comme ça. Et après, il a souhaité laisser de côté le judo, le tennis, et il s'est investi dans le kayak. Ensuite, il a jamais eu besoin. Enfin, je sais pas si c'est pas envie, pas besoin, mais non, il n'y a pas. Il a jamais été en demande d'explications. Il va découvrir énormément de choses en m'écoutant à l'occasion de ton interview. Ok, c'est marrant parce que moi tu serais mon père, je t'emmerderais jusqu'au bout, quoi. Je dirais montre-moi quoi. Je te lâcherai pas d'une semaine, quoi. J'ai essayé, j'ai tendu des perches, j'ai essayé de parler de planification, de programmation, de technique, de matériel, etc. Mais je sais pas, je suis pas le bon interlocuteur pour lui. Ok, non, mais c'est original. Et je lui en veux pas du tout, hein. Mais non, mais bon, il a son expérience, voilà. Et sans doute que, alors bien sûr, ça, en descente de rivière, en eau vive d'une façon générale, il doit en savoir sans doute bien plus que moi. Ensuite, je sais que les formes d'entraînement se sont diversifiées et spécialisées peut-être d'une autre façon aujourd'hui. Mais bon, donc, enfin voilà, c'est bien. Ce sont deux parcours. Mais je suis pas certain. Tu as peut-être entendu parler de la famille Renault, non? Ça te dit quelque chose? Ça me parle pas trop, non? Dis-moi. Alors, l'oncle était médaillé olympique en cyclisme. Le père a été médaillé olympique en canoë. Et les deux frères, Philippe et Eric, sont médaillés olympiques en canoë. Eric en 84 et Philippe en 88. Je suis pas certain qu'ils avaient des discussions de canoë avec leur père, qui était également médaillé olympique. Tu vois? Ouais, c'est marrant ça. Hein. Mais pourquoi pas? Et est-ce que aujourd'hui tu remontes des fois en kayak pour ton propre plaisir, vu que tu aimes toujours l'activité? Pas vraiment. Non, j'ai été rattrapé par des problèmes de santé et voilà, il y a non, c'est pas. Ça te manque pas de te dire allez, je vais faire un petit tour tranquille ou pour naviguer? Si, mais c'est une envie que je garde dans mon fort intérieur et finalement que je pousse pas plus loin, quoi. Non, c'est. Par contre, je m'intéresse toujours mais bon, ça répond pas à ta question, mais je m'intéresse toujours de très près aux résultats, quelles que soient les disciplines, hein, mais aux résultats du kayak, ouais, voilà, ça m'intéresse, mais monter dans un bateau, non, pour le moment, non, je sais pas si ça m'en reviendra un jour, d'ailleurs, je sais pas. Et entraîner, pourquoi pas? Non, parce que si un groupe d'athlètes venait me solliciter pour que je les entraîne, je dirais oui. Si c'est une organisation, j'insiste sur les mots organisation avec des dirigeants, etc. Là, c'est non. Non, je te dis, plus aucune confiance dans les paroles. Et pour moi, l'élément, je réitère, le centre de tout, c'est l'athlète. Voilà. Donc, si ce sont les athlètes qui veulent que je les aide, je les aiderai. S'ils estiment que j'ai des choses à leur apporter. Mais si c'est un groupe, je sais pas quoi, non. Non.
Chat échaudé craint l'eau froide. Ça va, j'ai compris. J'ai compris. J'arrive un peu au bout de mes questions. François, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés ou des anecdotes que tu souhaitais nous partager en plus? Que te dire? Je sais pas, il y a sans doute plein de choses, mais enfin bon, je t'ai raconté. Tu sais pas, je sais pas si ça existe. As-tu des retours suite aux interviews? Est-ce que certaines personnes te contactent pour avoir des confirmations, avoir approfondir, etc., etc. Parce que ça, je suis prêt à le faire, mais je sais pas si ça se fait. Voilà. Eh ben, j'en ai pas, mais moi, je suis toujours preneur. Hein. Je suis très, très preneur. Pour donner un exemple, Christophe Rouffet, que j'avais interviewé, m'avait envoyé plein d'informations après, plein de trucs qu'il avait fait en réact le kayak. Donc, j'étais hyper intéressé. Et ouais, si tu as des choses à compléter, bah, tu n'hésites surtout pas. Moi, je rajoute. Compléter, c'est surtout pour éventuellement répondre. Je sais pas, tu peux avoir un auditeur qui flash complètement sur mon expérience de 82, sur ma planification. Je pourrais être beaucoup plus précis, comme je pourrais être beaucoup plus précis sur notre plan d'entraînement de 84 pour les Jeux, parce que on a fait des séances. On était complètement en dehors du monde, enfin, ou de ce qui existait. Ce qui était important, c'était la synchro, mais c'était les perceptions. Je t'ai parlé des entraînements nus, etc., mais il nous arrivait en K4 d'arrêter des séances parce que on avait trouvé ce qu'on cherchait. Et donc, c'était pas la peine de multiplier indéfiniment des séries et des séries et des séries pour faire de la physio, parce qu'à un moment, dans un K4, il y a plus important que la physio. C'est vraiment... il y a des images de la télévision américaine c'était lors de notre demi-finale de K4, et la caméra nous prend de face. Et je me rappelle que ils disent de nous que qu'on est un fantastique bateau et qu'on est les plus beaux. En fait, le film de face, tu vois Philippe Bocara, sa pagaie, et tu vois rien d'autre. Derrière, il y a 3 pagaies et 3 mecs. Tu ne vois rien. Alors, bien sûr, Philippe est grand, mais on est 3 derrière. Et les pagaies, elles sont toutes les mêmes, et tu ne vois rien. C'est-à-dire que, ouais, on avait travaillé, et on pagayait ensemble, et on faisait la même chose dans le bateau, oui. Voilà. Ouais, bah, s'il y a des internautes qui écoutent, des auditeurs qui écoutent et qui veulent plus de précision, bah, qu'ils n'hésitent pas, comme d'habitude, à me contacter. Pour me contacter, c'est très simple. Il y a le site secretdukayak.org et il y a un onglet contact. Donc, n'hésitez pas. Et puis, s'il y a plein de questions et tout, bah, je te recontacterai, François, et puis on se refera un autre épisode avec plaisir. Hein. De toute façon, ouais. Ce sera. C'est toujours un plaisir d'échanger sur le kayak. Donc, oui. J'ai fait un gros effort pour toi. Bah, c'est super. Bah, je te remercie parce que c'est vrai que ça fait un moment que je voulais t'avoir et puis bon, je savais pas trop comment te contacter. Puis donc, j'ai demandé à Maxence qui nous a mis en relation. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça hyper intéressant. Justement, l'expérience des anciens. Je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez mis en valeur, qui est un peu oublié. Et je trouve ça assez incroyable. Moi, dans le milieu de la musculation. Maintenant, c'est plus le cas, mais moi, j'ai grandi avec les magazines et souvent, bah, les anciens champions étaient interviewés et transmettaient vraiment leur expérience à fond. Et je trouve que dans le kayak, bah, c'est un peu oublié, quoi. Alors c'est un petit milieu, voilà, il y a pas de médias, il y a rien, quoi, à part le podcast pour l'instant. Peut-être ça va faire des émules. Il y a le podcast Culture Slalom également qui existe. Mais c'est vrai que moi, j'ai à cœur d'interviewer un peu les anciens champions pour justement découvrir un peu tout ce qui a façonné l'histoire du kayak et puis tous les secrets, quoi, de tout ça. Donc je te remercie d'avoir pris le temps, car pour moi c'est toujours super d'échanger. Oui, l'effort que j'ai fait, c'est pas un effort de temps parce que ça, j'en manque pas de temps.
c'est l'effort de parler de moi parce que c'est pas ma spécialité. Voilà. Ouais, c'est jamais facile. Hein. Les premiers podcasts, tout ça, c'est toujours difficile de se livrer. Je comprends tout à fait les choses. Mais je pense que tu as bien dit les choses comme tu les sentais. Et de toute façon, l'idée, c'est toujours d'être soi-même, de dire les choses avec ses propres mots. Et puis le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Oui, voilà. Et puis on peut refaire le même podcast dans 2 ans et dans 10 ans. J'affirmerai les mêmes choses parce que voilà, c'est ce qui m'a marqué. Et bon, si Alzheimer passe pas par là, je dirais les mêmes choses. Ouais. Et est-ce qu'il y a s'il y a des gens qui veulent te contacter, est-ce que je peux donner ton email à ceux qui me contactent? Oui, tout à fait. Eh ben, super. Oui, pour des questions ou pour m'insulter, peu importe, mais ouais. Non, mais ils peuvent toujours m'insulter, ça me laissera complètement froid parce que de toute façon, je te dis, j'attends plus rien des gens, quoi. Donc, mais après, moi, je suis prêt à m'ouvrir encore davantage si je peux leur apporter un peu quelque chose, parce que je pense pas que c'est un dirigeant qui va me contacter pour avoir des informations. C'est forcément un athlète qui va me contacter. Donc ça m'intéresse, quoi. Voilà. Et bah super. Et merci encore de ton temps. Et puis je te tiens au courant dès la mise en ligne très prochainement. Ça va pas tarder. Ne change rien, Rudy. Et merci pour l'intérêt que tu portes à mes collègues. Ben j'ai comme toi, j'ai une faim de loup, j'ai une soif, j'ai une soif de connaissances et après de mettre en application. Donc je continue tant que je suis pas encore comme je veux et tant qu'il y a encore des secrets à découvrir parce qu'il y en a encore pas mal à mon avis. Hein. Il y en a encore pas mal. Bah il y a, je sais pas, en supposant qu'il y ait 10 secrets par athlète, oui, ça en fait encore pas mal à découvrir. Ouais, ça en fait encore pas mal. et bah super. Merci à toi. Merci à toi. Merci bien, Rudy. Salut à tous. Et ciao. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.